Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit ? Vous êtes-vous déjà retrouvé nez à nez avec un revenant ou un spectre ? Si la réponse est oui, alors appelez des spécialistes. SOS fantôme, who you gonna call ? Ghostbusters. Vous reconnaissez ces mots, hein, je pense que ça vous dit un truc, hein, ces mots. Oui, ces mots, vous les avez tous en tête, comme vous avez obligatoirement en tête des images du film SOS Fantôme, évidemment. Eh bien, sachez que le manga Phantom Busters est directement inspiré du film SOS Fantôme, du film Ghostbusters. À l'époque, Neo Shoko, la mangaka derrière ce titre, cherchait des idées et elle s'en est inspirée pour imaginer une histoire de chasseur de spectres à sa sauce dans le Japon contemporain. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est de plus en plus assumé l'inspiration hollywoodienne dans les mangas et je trouve que j'aime bien. Bah, c'est une question de génération, je pense, Ouais. vraiment clairement. Et bah, pour le coup, on partage les mêmes références. Enfin, on a vu les mêmes C'est pour ça films. qu'on aime bien. Ça aide en fait, parce que finalement, on peut se dire bah oui, nous aussi on l'a vu, nous aussi on a aimé ou pas, ou on trouvait que ça ressemblait plus à tel truc. Et je pense que effectivement, en termes de début de conversation, ça aide quoi. Ouais, et puis pour une fois que c'est pas John Wick qui est cité, tu vois. aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est bien quand même. Qu'est-ce que vous aimez comme film, John Wick ? Non, mais. Autre. Et attention, hein, John Wick 1, encore une fois, il est ok. Non, mais oui, mais c'est juste que d'avoir SOS autant Fantôme de 1 est mangaka ok. qui. Mais même le 2, il est ok. Le 2 est Oui. mieux perso. De SOS Fantôme. Ouais, Ah mince. Non, mais voilà, tu vois, ça change, c'est bien. Non, et puis, elle, quand tu vois ses références, même ses références littéraires, c'est ce à quoi on a pensé en premier. Genre, on doit peut-être être de la même génération, même au niveau des lectures manga et tout. Donc, il y a quelque chose. SOS Fantôme, c'est le classique. Je connais personne sur cette terre qui n'aime pas SOS Fantôme. Elle a cité quoi, manga ? Flame of Reka. Flamme of Reka, Kyo et Inuyasha. Et t'es là, genre, bah oui, bah t'es dans l'équipe en fait. Bon choix. Je pensais que tu parlais des mangas qu'elle cite directement. Ah oui, non, dans le manga. Ah, en plus, il y a ça Ah aussi. oui, après, on en il y a parle tout à l'heure. évidemment, oui, bah tu vois, enfin, ouais. Bon, en attendant, aujourd'hui, il est donc question de fantômes, mais aussi d'exorcistes. On va donc parler de plusieurs mangas de cet esprit. Parce que oui, Phantom Busters s'inscrit donc dans une longue tradition de mangas d'exorcisme, mais est-ce que ce titre incarne le renouveau de ce type d'œuvre ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les fantômes. Ou les mangas de fantômes, je sais plus. Salut Cagnard, salut Julie. Alors, est-ce que Salut. vous aimez les fantômes ? Salut. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Non. Est-ce que vous regardiez les émissions avec Jacques Pradel ? Toujours. Non. Je veux dire, encore maintenant. Elles sont dispo sur YouTube, hein, pour ceux qui cherchent, elles sont vraiment dispo sur YouTube. Waouh. Mais c'était des très bonnes émissions à l'époque. Absolument pas. Enfin, si, à l'époque. Mais quand tu les revois maintenant, tous les mystères, les trucs comme ça et tout, ça a Ça vraiment vieillit. pris un coup de vieux. Mais elles sont à dispo, donc n'hésitez pas à les consulter. Moi, la Dame Blanche, ça m'a C'est- bloqué pendant des années. Ah bon, mais dans le sens. Bah, dans le sens, je sais que c'est pas vrai, mais quand même un peu. Tu parles de l'épisode sur la Dame Blanche. Oui, et puis et globalement Ah oui, ensuite et des l'histoire. autres Mais trucs. oui, l'épisode sur la Dame Oui, Blanche. parce que celui-là, il a marqué beaucoup de personnes, dont moi Ah aussi. oui Ouais, je sais pas pourquoi, c'est sur celui-ci que beaucoup de personnes ont fait une fixette. Alors que je l'ai revu, tout pareil, c'est claqué. C'est vraiment claqué. Mais à l'époque, ça marchait vachement bien. Je sais pas, il était peut-être écrit de manière un peu plus crédible. Ouais, je sais peut-être, pas. peut-être. À chaque fois, tu sais, tu te dis non, mais c'est pas possible. Mais dans un coin de la tête, tu fais. On sait jamais. Eh ouais, C'est comme quand je parle à une IA, je me dis on sait jamais. sois A sympa priori, avec elles vont pas se rebeller, mais je vais quand même dire s'il te plaît avant de lui donner un ordre. Tu vois, il y a toujours un truc de on sait pas. Si vous nous découvrez maintenant, merci d'être avec nous pour écouter nos récits de fantômes ou pas. La 5e de couve, c'est un podcast manga hebdo. Donc si ce sujet vous plaît, scrollez un peu, regardez, il y aura forcément une émission pour vous. Aujourd'hui, on parle d'exorcistes et de fantômes, mais si vous aimez ce qu'on fait, laissez un commentaire, une note, partagez l'épisode et on veut savoir aussi, vous, quels sont vos mangas d'exorcisme préférés. Nous allons parler évidemment du manga Phantom Busters aujourd'hui, puisqu'avec ce titre, nous sommes donc dans un monde contemporain, le monde d'aujourd'hui,
aujourd'hui à Kamakura, qui est une ville japonaise historique en bord de mer dans laquelle se forme une sorte d'équipe d'exorcistes lycéens qui se met en quête d'affronter des forces naturelles qui les entourent avant de faire face à des dangers bien plus grands et ainsi de suite. Et ensuite le scénario se déploie. C'est un titre sur lequel misent beaucoup les éditions Kiun, qui a pas mal de succès, ou en tout cas succès montant au Japon. Est-ce que vous sentez un hit en puissance avec Phantom Busters ? Ah bah oui, très clairement, voire j'irais même jusqu'à dire un hit en puissance, mais un poil trop téléguidé, tu vois. C'est vraiment le nouveau shonen de Kiun. Ce qui, d'ailleurs, j'ai remarqué que maintenant cette phrase était devenue un marronnier, cette phrase qui n'existait pas il y a encore quelques années, mais c'est le nouveau shonen de Kiun. Du coup, moi j'y vais toujours avec un poil d'appréhension, parce que je te dis, il y a ce côté un peu téléguidé, leur fait pour fonctionner. Et finalement, en le lisant, j'ai trouvé... tu vois, comme premier avantage, par exemple, je vais dire que c'est un titre que je trouve plus maîtrisé que d'autres grosses cartouches manga que j'ai lues dernièrement. Je pense à Kagurabachi, je pense à Gachiakuta. Non, mais parce que c'est des titres que j'ai beaucoup critiqués pour leur côté où on met beaucoup de choses en même temps. Et là, je trouve que, ok, on peut dire qu'il démarre, que c'est un titre qui démarre avec un début qui est beaucoup plus classique dans son approche scénaristique. C'est des petites histoires pour commencer. Ça fait 1 ou 2 chapitres pour chaque histoire, je crois. Mais pour le coup, j'ai pas vraiment l'impression que c'est du temps perdu. C'est vraiment de l'ancrage de personnages, et je trouve que c'est peut-être vraiment l'une des vraies forces de ce récit pour le moment. C'est la manière dont ces personnages sont habités. Julie, tu sens un hit ou pas du tout, toi ? En fait, pas dans le potentiel commercial, tu vois, on parle vraiment de est-ce qu'il va faire des ravages dans le monde entier ou dans la France entière ? Alors, pour être très honnête, au premier abord, je n'y pensais pas vraiment. Parce que je trouvais que les couves, les styles de dessin, comme disait Cagnard, ça restait quelque chose de très classique, en fait. Je voyais pas comment il allait tirer son épingle du jeu. Et à la lecture, c'est une très bonne découverte. Il y a une très très bonne énergie qui se dégage de ces pages-là. Il y a un humour qui est vraiment très très bien maîtrisé et qui est aussi beaucoup dans le ressort potache. Enfin vraiment, c'est un humour très bon enfant. On s'amuse beaucoup. Et je trouvais que cette légèreté, en tout cas moi, ce qui pour moi est une sorte de légèreté dans le traitement de thèmes qui est plutôt vu, revu, voire revu. Enfin, je veux dire, le manga d'exorcisme, on connaît quoi. Et là, pour le coup, t'oublies un peu, ça passe un peu au second plan par certains moments. Parce que t'es dans une comédie lycéenne avec des persos sympas, bien campés. Et du coup, la question c'est, comment est-ce que cette série va-t-elle se sortir de ce moule des mangas fantastiques, des mangas d'exorcisme qu'on connaît déjà très très bien. Avec peut-être aussi une petite spécificité, c'est qu'on aborde des thématiques de manga scolaire aussi. De façon un peu détournée. De façon un peu détournée. Il y a un autre élément aussi qui est marquant sur un manga sur lequel mise beaucoup un éditeur, sont la couverture du tome 1 que je trouve pas du tout fantastique, mais en revanche, on la remarque. Elle est rouge, déjà. Bah ouais. Elle est très dynamique. Enfin, je trouve que la composition. Ouais, il y a un mouvement. différente. Mais en revanche, je trouve pas qu'elle donne beaucoup envie. Ouais. Je trouve qu'on a envie de regarder, mais que la couve fait pas. Après, heureusement, l'intérieur est différent. est très différent, effectivement. Le manga, c'est un bon manga, c'est une bonne histoire et des bons personnages. Les personnages, là, est-ce que c'est pas ça la force de ce titre ? On commence par exemple avec Eugene comme héros, personnage un peu classique du manga ado, on va dire, qui disparaît peu à peu pour revenir un peu au tome 2, mais après il disparaît, il s'efface quoi, Eugene. C'est peut-être la force vraiment du récit, c'est que mine de rien on commence avec ce perso et tu sens que c'est évidemment le perso qui va l'idée, mais il s'efface plutôt par rapport aux autres au final, même si tu comprends bien que quand même on va s'intéresser à lui. Et d'ailleurs je me faisais la réflexion que j'ai rarement vu un tome 1 en tout cas avec autant de personnages, et le pire c'est que les personnages sont pas forcément hyper originaux on va dire, mais l'alchimie elle fonctionne vraiment très bien. Là dans ce tome 1, moi je vois un groupe d'amis se former, et surtout en fait j'y crois à ces personnages, et ils sont pas tous traités de manière égale, justement, comme tu dis, sur la mise en avant ou la mise en retrait. Tu sens qu'il y a un petit jeu là-dessus pour justement laisser de la place à des nouveaux persos, et on se retrouve à la fin du tome 1, il y a déjà 4 persos. Et quand t'es dans le tome 2, on en rajoute encore.
et ça marche encore. Ça fonctionne bien la manière dont tu as réussi à intégrer les persos au fur et à mesure. Et Eugene, c'est vraiment la vraie interrogation que j'ai sur ce manga. On n'arrête pas de dire qu'il n'a pas de pouvoir. Et pourtant, il est hyper bien intégré dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que va nous réserver l'autrice avec lui? C'est le point de développement intéressant. C'est-à-dire de commencer le manga en nous présentant un personnage, un garçon, qui disparaît pour laisser de la place. Est-ce qu'on peut même pas dire qu'il se fait parasiter l'histoire au final? Parce que tu sais, l'intro démarre avec lui et il se fait littéralement parasiter son intro. Après, il revient au milieu du tome 2, tu vois, quand il y a la fille du collège qui le retrouve, il revient un petit peu au cœur du jeu, mais puis l'histoire avec sa mère et tout, mais il y a quand même ce truc de on nous réserve quelque chose avec lui. Mais après, pour revenir à Eugene, si tu veux, pour moi, il est vraiment le personnage classique avec un design très années 90. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de clin d'œil. Enfin, c'est vraiment le type de lunettes qu'il porte, le type de coiffure qu'il a. C'était vraiment un perso que tu pouvais trouver dans plein de mangas, que ce soit du shonen ou du shoujo, mais peut-être un peu plus dans les mangas shoujo de l'époque, des années 90. Le binoclard un peu effacé, quoi. Il a la tête du Lovina. Oui, voilà, c'est un peu effectivement. Je suis content de ma comparaison. Il a une tête de Lovina. Il a les lunettes de la fille, voilà. Mais et c'est pour ça, moi, je m'étais dit à départ, c'est encore des trucs un peu ressucés, quoi. On les a déjà vus. Mais sauf que tu vois, c'est un personnage effectivement très un peu stéréotypé d'une certaine époque, d'un certain moment. Sauf que son attitude, elle n'est pas tant que ça par rapport à l'archétype qu'on nous présente et l'attitude qu'il aborde ensuite, c'est assez différent. Il met des tapes dans le dos aux gens, quoi. Oui, et puis il est métis, ou en tout cas, voilà, il y a une espèce d'apport comme ça. Mais ça aussi, c'est le mec, le beau gosse métis qui revenait au lycée et qui était / l'ami d'enfance de l'héroïne de ça, dans les shoujo, dans les années 90-2000, il y en avait des palanqués. Et là, j'aime beaucoup ce genre de petits clins d'œil finalement qui refont surface. Et puis, effectivement, c'est aussi un manga, on va le voir, sur les apparences. Et le fait que tu corresponds pas du tout à ce que tu renvoies aux autres avec ta façon de t'habiller, avec ta façon d'être en public voilà, et que finalement tout le monde a une intériorité et des fois des choses dont il a pas très envie de parler. Phantom Busters, j'ai envie de dire que c'est un manga tape dans le dos. Un manga. Pourquoi pas. C'est un manga vraiment, on peut dire tape dans le dos, franche camaraderie. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant au final à la lecture de ces 2 premiers tomes, c'est que dans cette bonne ambiance dans laquelle je rigolais bien et dans un groupe dans lequel je me sentais bien, tu vois, insidieusement, une petite case par-ci, une petite case par-là. C'est surtout grâce au personnage de Mogari, au final, je trouvais qu'il y avait un petit malaise, mais à peine perceptible, qui s'installait au fur et à mesure. Bon, tu te doutes que c'est à cause du passé de Mogari. Quand tu vas apprendre son passé, tu vas comprendre que en fait c'est hyper dark et tout. Mais je trouvais que c'était vraiment judicieusement fait parce que tu vois cette bonne ambiance et d'un coup, dès que tu vois sa famille pour la première fois, je trouve que le décalage il est vraiment puissant. Tu tombes vraiment sur des dégénérés et qui sont à contresens du ton du manga qui était le sien jusque-là. Et ça m'a vraiment plu, tu vois. Ouais. Ce qu'il faut dire, qui sont les 4 personnages de ce manga. On a donc Eugene. Eugene, il ne voit pas les fantômes. Lui, non. donc c'est un chasseur de fantômes qui ne perçoit rien. Mais il possède un QI supérieur à la moyenne. On va avoir donc Mogari. Mogari, lui, il est capable, c'est l'exorciste du groupe. Il exorcise les fantômes avec son talent familial. Il les mange, voilà, il les croque directement. Il y a Kotaro qui va prioriser lui la négociation pour aider les fantômes et il a une autre façon parce que lui, il peut voir les choses, entendre et parler mais il avec eux, pas. Mais il ne les voit pas. Et ensuite, il y a Kaoru qui lui préfère lire Slam Dunk plutôt que d'utiliser ses habiletés naturelles, qui lui peut voir les fantômes. Oui. Et donc mais les autres pas les exorciser. Mais ils ne peuvent pas les exorciser. Donc ils sont obligés de cumuler leur pouvoir pour réussir à faire de l'exorcisme. Oui, en fait c'est très drôle parce que moi ça me fait penser aux 3 petits singes de la sagesse. Oui, celui qui voit pas, celui qui entend pas, celui qui parle pas. Et donc là tu les retrouves remixés.
Ouais, plus 1. Vraiment. Et encore, j'ai plus 1, mais On sait il pas va y trop, en avoir Eugene, d'autres. quel est son rôle, effectivement. Le stratège. Il y a un côté pivot. Mais moi, je suis d'accord avec Cagnard au fait qu'il y a vraiment un décalage et on sait que ces personnages qui sont des adolescents vont être en décalage avec leur famille, avec les valeurs qu'on leur a inculquées parfois de façon très matraquage. Vraiment, il y a une violence, en tout cas dans la famille de Mogari. Tu sens que tout ne se passe pas de façon très smooth. Le papy est une espèce de tyran, il a des espèces de serviteurs parce que c'est vraiment une très très grosse maison d'exorcisme avec un passé, avec beaucoup de responsabilités finalement. Et tu vois tous ces détails à travers le prisme de la jeunesse et des regards adolescents qui ne supportent pas l'hypocrisie, ne supportent pas le fait d'être manipulés, qui ont besoin de sincérité, quoi. Et du coup, c'est très drôle parce qu'ils le font de façon plus ou moins consciente parce que c'est des ados, donc ils réagissent comme des ados, ils font des bêtises comme des ados et ils se doutent pas une seconde, je pense, que des fois leurs actes ont des vraies conséquences. On va découvrir sans doute après. À la lecture du tome 1, venez, on s'arrête juste au tome 1, on a lu un peu plus mais on s'arrête au tome 1. Est-ce que on se dit on part sur un manga d'aventure ou on est sur un manga scolaire? À moi, comique. J'ai dit. Je dirais plus un manga scolaire qui, si tout se passe bien, devrait voguer vers l'aventure. Mais pour le moment, on est plus sur un manga scolaire pour moi. Oui. Ouais, il y a quand même plus. Venez, on fait un club d'occultisme. Ça va être cool. Et vous pensez pas qu'ils vont upgrader tous? Sans doute, mais pour l'instant, je vois pas trop comment ça va être amené. Justement, je trouve que c'est un aspect qui est pas trop abordé dans le tome 1, c'est l'utilisation des pouvoirs. Alors, pour le moment, ça donne un truc assez original, où ils ont tous besoin des uns des autres, en fait, pour pouvoir exorciser des fantômes ou des démons. Et je me suis dit, mais pour la suite, comment ça peut évoluer là, du coup, parce que t'en as un qui a pas de pouvoir, les trois autres qui ont des pouvoirs mais qui sont complémentaires. Donc je me suis dit, je sens bien la possession. Je vois bien arriver un truc un peu Shaman King, genre on va commencer à jouer avec la possession de samouraï ou de je sais pas quoi, parce que pour le moment je les sens complémentaires, je trouve ça fun, mais je vois pas où tu peux aller avec ça. Sauf sur des démons mineurs, on va dire. Il y a peut-être un côté un peu Beelzebub aussi, tu vois. Ça a pas l'humour absurde d'un Beelzebub. Non, c'est vrai. Un petit peu. Un petit peu, c'est limite. Je les vois, il n'y a aucun combat qui s'est fini de manière absurde pour le moment encore. Non, c'est vrai. Si ce n'est qu'ils bouffent littéralement les démons. Mais par contre, on voit bien l'aspect humour qui est très présent là-dedans. Et on est sur de l'humour méta, on est sur du manga qui parle de manga, on est sur du manga qui cite ses références. Donc, comme bon faillot du manga, ça nous fera toujours plaisir de toute façon. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi une vibe un peu loser. Je sais pas comment dire. Tu sens qu'ils sont, à la fois ils sont en décalage, comme on disait, avec les valeurs de leur famille, mais ils sont un peu en décalage avec leur temps, avec leurs copains, les lycéens lambda, on va dire, parce que c'est le groupe des weird. Oui, voilà. Et du coup, moi, j'attribue beaucoup ce type d'aptitude à la loose plutôt au manga de Furio, parce que c'est souvent un point de départ de les laisser pour compte. Le héros qui est incompris et qui va se battre contre la terre entière parce que il trouve pas sa place, en fait. Et là, je trouve que l'autrice, elle se sert de ces codes qu'on a vus dans d'autres mangas d'adolescence un peu en péril, on va dire, mais pour décrire des ados avec des pouvoirs, mais qui sont pas si incroyables, quoi, qui sont un peu à la limite du ridicule. Et du coup, sous couvert de comédie, on ouvre plusieurs pistes et du coup, la suite peut vraiment être innovante au sens où elle peut croiser finalement des fils qui jusqu'à présent ne s'étaient pas rencontrés, quoi. Alors, c'est code ou citation du Furio? Je sais pas si tu vois si on peut mettre la limite de l'un à l'autre, parce que comme ça cite beaucoup de choses. Je trouve que je suis désolée pour les auditeurs là, parce que le tome 1 vient de sortir. Nous, on a pu lire le tome 2 aussi, et finalement ce genre de référence au Furio, je pense qu'on le retrouve clairement dans le tome 2. Avec un personnage principalement. Oui. Une enquête, quoi. Ouais, une enquête. Mais qu'on trouvait aussi, par exemple, dans un manga comme Yu Yu Hakusho. Oui. D'ailleurs, on le compare là, à d'autres titres tout à l'heure, Kagurabashi, là je cite Yu Yu, tu parlais de Shaman King aussi juste avant.
Est-ce que dans ce manga, on a le neketsu des personnages de ces titres-là ? Est-ce que vous sentez le neketsu dans Phantom Busters ? Souvent, c'est aussi l'un des ingrédients qui font que ça devient un hit, quoi. Bah, je pense que c'est surtout Mogari qui va infuser le neketsu, ça c'est sûr. Mais finalement, est-ce que les autres peuvent en avoir ? Voilà, c'est une bonne question parce que pour l'instant, c'est pas trop le chemin que ça en prend. Et puis, enfin. Je sais pas, c'est pas non plus. Je pense pas que l'avenir du monde sera en jeu. Enfin, je sais pas. Ça peut aller vite, hein, l'avenir du monde. Ouais, ça peut aller vite si jamais il y a, je sais pas, un complot de fantômes avec la famille de Mogari qui rentre en jeu, etc. Et il se trouverait que on n'a pas vu le père de Yojin. Ah non, pas du tout. On a vu un tout petit part de sa famille. Alors, Negetsu et la grand-mère. Et la grand-mère. Enfin, c'est surtout le grand-père pour le moment. Ouais, mais la grand-mère, oui. Mais, alors, Negetsu peut-être pas, mais par contre, parce que, tu vois, moi, souvent, on va dire dans un tome 1 de shonen Neketsu, pour moi, la vraie partie Neketsu, c'est quand le héros est en galère et que son pouvoir se déchaîne et qu'il y a cette espèce d'exaltation qui va permettre au héros de battre l'ennemi qui est en face de lui. Et là, effectivement, il n'y a pas ça. Par contre, je sens de l'exaltation, je sens comme une lune de miel entre ses potes, tu vois, vraiment. Wow. Et là, je sens vraiment, tu sais, il y a de l'exubérance, ils sont full excités tout le temps, ça crie, il y a vraiment cette énergie, on va dire, du Neketsu, mais pour l'instant, j'ai pas senti le côté transcendance dans le sens où moi je l'entends, tu vois. C'est peut-être une citation, encore une fois. C'est peut-être une citation. Parce que comme on cite Slam Dunk, manga où on a du Neketsu, là, pour le coup, on l'a. Alors, Neketsu dans le sens japonais du mot, effectivement, plus que c'est pas un schéma narratif comme on l'utilise en France, mais ouais, il y a des tripes, quoi, tu vois, et puis il y a une espèce de naïveté courageuse, naturelle que Mogari a. Oui, bah lui, en fait, qui se retrouve dans ce genre dans les mangas dans lesquels on a. Après, ils ont subi aucune situation vraiment dramatique là pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et puis je pense que ce à quoi on pense, on va dire en pensant à Neketsu, c'est vraiment plus cette espèce d'impulsion, d'énergie incroyable des jeunes garçons. Et là, oui, on le sent chez Mogari parce que vraiment son but c'est d'avoir des potes. Et ça y est, il a réussi à trouver des gens qui sont comme lui. Ils sont hyper contents de trouver un pote. Ils sont hyper complémentaires, ils ont les mêmes ils ont pas forcément le même humour, les mêmes références, mais ça match effectivement et c'est en fait ça, rien que ça, c'est réjouissant. T'as envie d'être avec eux et mais carrément, complètement. Tu vois. Phantom Busters, c'est donc un manga qui rentre dans la grande famille des exorcistes du manga. Avec quoi on peut comparer Phantom Busters niveau exorcisme ? Par exemple, Mogari, son aptitude, c'est de manger les fantômes. Miam miam. Est-ce qu'on a vu ça dans d'autres mangas ? Oui. Comme quel manga ? Soul Eater. Alors, est-ce qu'on peut comparer ? Est-ce qu'il y a des points de comparaison ? Amusons-nous, hein. On va s'amuser là pendant un quart d'heure à essayer de comparer dans tous les sens pour voir si on trouve des points communs, vu qu'on parlait de citations. Est-ce que on peut comparer Phantom Busters et Soul Eater ? En fait, déjà, moi je trouve que, encore une fois, le fait qu'il ait ce mode opératoire, ça nous rappelle quelque chose comme Soul Eater, qui est clairement, c'est indiqué dans le titre, tu vois, il mange des âmes. Et j'aime bien ce mode opératoire également parce qu'il induit de suite une dichotomie. Donc il y a le corps, la matière, versus l'âme, quelque chose d'immatériel, et donc on sent que ça va être un peu le noyau en fait autour duquel ils vont construire les combats, le fait qu'il y ait certaines personnes qui ont une perception du surnaturel et d'autres pas du tout, et du coup le fait de dire qu'il y a de la matière, ça indique qu'il y a une certaine corporéité, on va dire, et donc organique, par extension, ça peut donner des choses un peu cracra, parce que le corps, ça vit, ça fait des fluides, je vous apprends rien, hein. Et donc, ok, ça rentre, mais est-ce que ça sort ? Je veux dire, il y a aussi une espèce de
tout de suite un imaginaire qui se met en Ton point place. de comparaison avec Solitaire, c'est le caca, donc c'est ça? Non, mais parce que justement, Solitaire, il évacuait très vite cette question. Complètement. En disant non, on est dans un monde où il y a une autre c'est dynamique. des esprits après, ils sont dans le monde des morts. La physique n'a pas du tout C'est lieu. des âmes même dans C'est des âmes Solitaire. de des âmes, sorcières, je crois. Ou des âmes tout court, pardon. Et du coup, oui, effectivement, mais là, c'est des fantômes humains. Enfin, ça peut être des fantômes humains, ça peut être d'autres types de fantômes, on ne sait pas encore trop. Sur le principe, puisque l'idée, c'est de les exorciser. C'est des fantômes qui sont restés sur Terre pour nous hanter, pour faire des trucs de fantômes. Parce que, voilà, les trucs de fantômes, quoi, on connaît. Et donc, ils les mangent pour les exorciser. Ouais. Mais à un moment, il dit ouais, ils sont encore un peu en moi. Et là, ça fait. Ah, et tu sens venir la vanne sur le. Ah, donc tu les digères en fait. Ouais. En fait, je sais pas. Là, comment se passe la digestion métaphysique? C'est une bonne question. Peut-être que ça va être abordé. En tout cas, c'est typiquement le genre de manga dans lequel ça peut être abordé. On l'a dit, pour réussir à faire ces exorcismes, ils sont obligés de travailler en équipe. Est-ce que ce côté équipe d'exorcistes, ça vous a fait penser à quelque chose? Moi, ça m'a fait penser à Blue Exorcist. Ok, il y a Exorcist dans le nom du manga, donc on est bon. Ouais. Pourquoi Blue Exorcist? Évidemment, on prend Phantom Busters, Blue Exorcist, même en termes de design par rapport à Mogari. Ah ouais. On a un truc. Hein. Ouais, c'est Rin. On n'a pas les cornes, mais ouais. Ouais, et les cheveux en bataille, le côté très. Ni le ton très sérieux de Blue Exorcist. Oui, très, comment dire, le corps assez athlétique, assez juvénile, quoi. Oui, on est clairement dans une espèce de clin d'œil. Mogari, Rin, bon, ils se ressemblent beaucoup. Et puis, Rin, il a un frère jumeau, donc bon, c'est facile ensuite de passer comme ça de fil en aiguille à d'autres enchaînements d'idées. Mais je trouve que là, le fait que les pouvoirs des personnages soient complémentaires et qu'il y ait un très fort esprit de camaraderie, c'est aussi quelque chose qui rapproche les deux séries. Parce que, moi, ce qui m'a... Donc, j'ai relu un peu quand même Blue Exorcist pour cette occasion. Et j'étais hallucinée de voir qu'au tome 20, en fait, il n'y a que 9 mois qui se sont passés dans l'histoire. Et je me suis dit, waouh, tout ce qui se passe, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi ça, parce que là, dans Phantom Busters, il y a effectivement le rythme de vie scolaire qui est censé nous donner des éléments temporels, mais peut-être que tu vois très vite qu'avec cette histoire de gestion du club de paranormal et d'incidents surnaturels, il y a une autre temporalité aussi qui se met en place et qui peut être très très riche. Donc Lisez Solitaire, lisez Blue Exorcist, hein, ce sont d'excellents mangas, tout comme Phantom Busters, en tout cas pour le début. L'univers, comment vous qualifiez l'univers de ce manga, et est-ce que ça vous fait penser à des choses? C'est très réaliste au final comme univers. Hein. On a toujours cette case un peu bâtarde d'urban fantasy, on va dire. Et pour moi, c'est vraiment là où le titre il exploite vraiment tout son potentiel. C'est sur le côté vraiment tranche de vie lycéenne, assez humoristique. Mais si on doit. Ça, c'est assez nouveau finalement. Justement, moi, c'est pour ça que je reviens plusieurs fois sur ce point, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui marque sa différence, parce que vraiment, ça ne me fait pas penser à Soul Eater, ça ne me fait pas penser à Blue Exorcist, tellement leurs approches sont complètement différentes. Et là. Encore une fois, après 2 tomes, on ne sait évidemment pas comment ça va se passer, mais à l'heure actuelle, pour moi, ça se passe très bien au lycée, ça se passe très bien dans leur club d'assaut, mais évidemment, à un moment, je vais avoir envie que ça sorte du lycée aussi, parce que c'est le chemin qui est censé prendre ce genre de titre au final. Mais alors, est-ce que ça va être un manga d'exorciste, ou ça va être un manga lycéen avec un exorciste? Pour le moment, c'est avec un lycée normal et 3 exorcistes du coup. Et encore, non, il y en a qu'un seul qui est capable d'exorciser. Mais peut-être que... je sais pas, elle est dure celle-là. Oui. Parce que pour l'instant, il y en a qu'un. Il va y en avoir d'autres avec les membres de sa famille qui vont débarquer au fur et à mesure. Mais non, ça va être un manga d'exorciste, je pense vraiment. Alors, jouons tu à... sais pourquoi Vas-y, continue. Parce qu'il y a un truc c'est pas qu'on l'a oublié, mais ça démarre toujours de la même manière. D'abord, on exorcise des fantômes. Après, au bout d'un moment, on va exorciser des vrais êtres humains, voire des humains compactisés avec des démons. Et du coup, à partir de ce point de vue-là, ça va forcément se concentrer en full exorcisme.
Alors jouons à un jeu exorciste ou pas exorciste. Parce qu'en préparant cette émission, on avait plein d'idées de mangas. Ouais, mais ça ressemble peut-être un peu à ça. Ou ouais, mais il n'y a pas d'exorciste, alors ça marche pas. Ouais, alors ça... Donc jouons à exorciste ou pas exorciste. Attends. Yu Yu Hakusho, manga d'exorciste ou pas? Ah bah, full exorciste. Ouais. Mais il n'y a pas d'exorciste. Il y a pas. Il y a un détective du monde des ténèbres. Un détective du monde des ténèbres avec la Et traduction de l'époque en l'exorcise plus. Mais parce que en plus hier pour la petite anecdote, j'avais déjà terminé Phantom Buster et compagnie. Normalement, j'aurais dû me diriger directement vers d'autres mangas que j'ai à lire pour le podcast. Et j'ai vraiment fait le sale gosse genre. Parce que, évidemment, que Yu Yu Hakusho fait partie des mangas d'exorcisme, au moins au début. Mais je me suis dit, non, mais je vais relire quand même, juste pour vérifier. Donc, hier soir, bam, je me suis relu Sachant qu'il les connaît par cœur. Ouais, ce que j'allais dire. Le mec se dit, non, mais on sait jamais. Peut-être j'ai oublié un truc dans Yu Yu Hakusho, je l'ai lu que 50 fois. J'étais vraiment genre, ah, c'est pas bien ce que je fais. Parce qu'en plus, je suis déjà sûr de ce que je dis. Mais effectivement, dans le tome 1, typiquement, quand T'aurais dû Yuzuki lire est mort- Erio. Hein. Ah non, mais j'ai pas relu que Yu Yu Hakusho. Typiquement dans le tome 1, quand Yuzuki est justement dans les cieux, pas au paradis d'ailleurs, il est juste dans le ciel, littéralement dans le ciel, c'est des êtres humains qui va aider, c'est des êtres humains contre d'autres humains, où à chaque fois il va un petit peu intervenir. Et dès le tome 2, en fait, c'est des humains qui commencent à être possédés littéralement par des démons, et Yuzuki qui va intervenir. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de la couverture du tome 1 de l'édition classique de Yu Yu Hakusho, t'as vraiment Yuzuki avec le petit triangle blanc, tu sais, qui est censé montrer un fantôme, quoi, et qu'il est mort. Du coup, Yu Yu Hakusho, évidemment, dès qu'il revient à la vie, Kuwabara et compagnie, on n'est plus trop sur de l'exorcisme. Mais au début, en tout cas, ça parle d'exorcisme. J'en ai un autre. Il est question de Dieu dedans, le manga vient de se terminer. Noragami. Exorciste ou pas exorciste? Bah moi je dis exorciste aussi hein. Ah ouais, moi j'aurais dit non. Moi, c'est des dieux, c'est des dieux. Oui. Il y a des enquêtes de dieux. Bah oui, mais la présence de Dieu, justement, en fait, la présence de Dieu légitime des exorcistes, non? C'est pas dans cet ordre-là que ça marche? Ouais. Oui, bon. Peut-être. Des exorcistes peuvent exister sans Dieu. Dieu peut-il exister sans exorciste? Vous avez 4 heures. Moi, je dirais oui. Ok, bah au moins au début de la série. Bleach, 100% exorciste. Oui. Eh ben, figure-toi qu'après ma lecture des 3 premiers tomes de Yu Yu Hakusho, bah, je me suis dit, oh, c'est pas bien, mais tu devrais quand même relire les 3 premiers tomes de Bleach au cas où. Et donc, je les ai relus et full exorciste. Alors, vraiment, en tout cas, le début, ouais. full exorciste. Ah, oui, franchement. Sur les 3 premiers tomes, c'est vraiment que. Et là, pour le coup, en plus, Ichigo, il voit déjà les esprits. Oui. Avant même de devenir Shinigami, il en aide certains dans la rue, comme ça, un petit peu en passant, qui est une thématique qui est souvent abordée justement dans les mangas d'exorcisme. Ceux qui voient les esprits, mais ceux qui veulent les éviter. D'ailleurs, dans Phantom Buster, t'as ça. Celui qui fait genre qu'il les a pas vus. Et Ichigo, lui, il est déjà à fond dans l'idée, je vais aider les défunts, quoi. Ça vient de sortir, et là, j'ai déjà un peu la réponse dans le pitch du manga. Et encore, Dead Account, qui vient de sortir aux éditions Kurokawa. Exorcisme. Exorcisme. Avec même école d'exorcisme dedans. Ouais, exorcisme moderne, parce que exorcisme, en gros, c'est ton téléphone hein, qu'on va exorciser dans Dead Account. Mais moi, c'est une petite originalité que j'aime bien quand même dans ce titre. Et là, après, oui, c'est école d'exorcisme et c'est y part pour l'émission. Vous en avez d'autres comme ça? Mielo où on Kochan. se pose la question. Mielo? Ouais. Mais c'est plus horreur peut-être. Ouais. Parce que c'est. Oui, mais ça peut être horreur et exorciste. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu le vois moins dans les mangas d'aventure comme ça. Bah après, il y a Dan Dadan. Bah, ça, Oui, c'est là, genre la maison. C'est écrit dessus, c'est limite écrit dessus. Ouais. Moi, j'avais. Non, il y a les extraterrestres dans Dan Dadan. Oui, Ça mais peut l'un empêcher. n'empêche pas l'autre. Moi, je me suis posé la question pour Hellsing. Mais Hellsing, c'est une série que j'ai lue il y a très longtemps et j'en ai les parlé. vampires. Ça vient de ressortir. C'est des vampires, des ghouls, ouais. des trucs comme mais ça. j'en ai parlé avec certains de mes collègues et qui m'ont dit non, il y a un exorciste dedans. Moi, je me souviens vraiment plus de la série. Ah, il faut relire. Et il m'a dit, il y a un. Bon, bah, merde. Si on avait enregistré 24 heures après, j'aurais pu lire la nouvelle édition là, Mais de oui, Tonkam. c'est effectivement, elle sort juste après qu'on tourne cette émission. Non, après on en a plein d'autres. Manga de Fujita, sous bouteille. Là, on est sous, plus loin bout, plus loin de taille. Oui, quand à l'oral, on peut être surpris du titre de ce manga. De Fujita. Exorcisme, on est même obligé d'envoyer des armes nucléaires sur une maison pour réussir à l'exorciser. Waouh. Spoiler, ça ne marche pas. On n'a pas Kekaishi. Oh, wow. Ouais, c'est exorciste à mort. Kekashi doit être cité dans cette émission. Oui. Bah, de Évidemment. toute façon. Mais après, je sais pas. Ouais, si. Il y a des subtilités, mais c'est vrai qu'il est bien en tant qu'exorcisme. Dit
Greyman. Ah. Le manga le plus triste de l'univers sur l'exorcisme. Ça marche. Ah bah là c'est full et là c'est vraiment c'est leur poste, c'est des exorcistes. Demon Slayer, on le met dedans? Ouais, Oui. moi je le mets dedans. Oui, oui. Ouais, hein. C'est Oui, des je démons, pense. ça tranche avec des katanas invisibles. Allez hop. C'est pas Exorciste. du pur exorcisme. Non mais c'est comme Bleach, tu sais, à partir du moment où tu mets des katanas, tu te dis que bah non, ça ne peut pas être des exorcistes, mais en fait c'est des passeurs d'âme plus qu'autre chose, quoi. Après, il y a les mangas avec le nom exorciste dedans, on est obligé de les mettre. Oui, Ah oui, mais ouais. ceux-là on peut que les citer, on va Twin dire. Star Exorcist, News Exorcist qui vient de sortir, ou Noué Exorcist, je sais Ouais, pas comment parce que si on tu tapes prononce. nu exorciste sur Google, j'ai un petit doute là sur les. Oui, mais c'est exactement comme ça que ce manga s'écrit. Fauve, l'exorciste du Louvre, là, ça vient de sortir aussi chez Vega. Voilà, on en a quelques-uns comme ça, évidemment. Bah, Tokyo Babylon. Ouais, tu voulais parler de Clamp, évidemment. Bah oui. Il y a X qui vient qui ressort, Tokyo Babylon. Et le puis- manga qui nécessiterait bien un petit exorcisme à l'heure actuelle, bah Jujutsu, Ah, ouais, Ah ah ouais. oui, c'est vrai. qui est C'est possédé vrai. par le démon de je sais pas quoi encore, le démon du scénario. Bah justement, il est peut-être parti trop tôt. Il a été exorcisé trop vite. Mais là, on a une école, on a une vraie école pour apprendre à être exorciste. Sinon, on avait, pour reprendre le fil de cette émission, parce que là, on s'est échappé vers du exorciste pas exorciste, mais revenons à exhaustif. revenons à non exhaustif évidemment. Revenons à du sérieux. Est-ce que le côté un peu venez, c'est rigolo de faire de l'exorcisme, on le retrouve dans d'autres mangas? Complètement. Bah, moi, on l'a cité tout à l'heure, c'est Shaman King. Enfin, je veux dire, Shaman King, c'est très compliqué parce que il est toujours sur il veut rester sur une niche qui était la good vibe. Vraiment, on reste de bonne humeur quoi qu'il arrive, on reste optimiste. Les potes, c'est cool, il faut les aider quoi qu'il leur passe par la tête. Et moi, je trouve que là, on s'en rapproche un peu, surtout des premiers tomes. Même si, en fait, Shaman King, ça va très vite. Hein. À partir du tome 2, le Oui. Shaman Fight, il commence. Les possessions bam, sont tu déjà commences. là, Oui, les oui, fantômes. Donc, mais je trouve que même graphiquement, ça se rapproche un peu du côté très pointu que Takei avait mis dans ses dessins, un peu lâché, un peu avec beaucoup de digressions humoristiques. Graphiques, avec des persos qui font des têtes pas possibles, etc. Et en plus, Eugene, il fait beaucoup penser au petit copain de Yo, là, dont j'ai oublié le nom, honte à moi, parce que Yamada, c'est ça, je crois. Mais, Je crois pas. Ah mince. Mais voilà, c'est les têtes d'ampoule qui sont là à essayer de diriger leur héros, enfin leur copain qui est beaucoup moins intelligent qu'eux, mais qui lui, pour le coup, est exorciste dans une famille d'exorcistes. Donc là aussi, il y a pas mal de... On retrouve Mogari, évidemment. Voilà. Je parlais d'absurdité, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que le côté un peu débile, absurde de Phantom Busters, ou en tout cas du personnage de Mogari, on le retrouve ailleurs? Bah, moi, il y a une série d'exorcistes qu'on avait évoquée il y a longtemps, qui est Make the Exorcist Fall in Love, qui me semble être à la fois très excessive. Vraiment, c'est le défilé des démons, et des vraiment princes démons de l'enfer qui arrivent et qui, évidemment, sont hyper violents, hyper trash, qui ont vraiment le sens de la démesure totale. Et du coup, il y a une espèce d'excessivité, d'excessisme, je sais pas comment on dit, je perds mes mots, qui du coup se retrouve un peu dans ce personnage de Mogari qui a effectivement une espèce d'avidité pour la vie, pour se faire des potes, et qui du coup accepte une mission presque impossible pour vraiment se sentir lycéen et se sentir libre de faire ce qu'il veut. Et pour le moment, on n'a que 2 tomes. Hein, ouais, et les curseurs sont au milieu de tous les niveaux, alors que dans Make the Exorcist Fall in Love, il y a 2-3 curseurs qui sont au bout, on peut pas les lever plus. Et en fait, non, c'est très étonnant parce que ça fait partie de ces mangas qui ont un dessin très rond, mais qui parlent de choses vraiment très très dures. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que là,
on a la chance plutôt d'être dans un ton très humoristique pour Phantom Busters, mais peut-être que, comme disait Cagnard au début de l'émission, il y a des petites cases qui nous font comprendre que la suite risque d'être un peu plus violente, des luttes de succession, des histoires de possibles assassinats, des morts violentes. Donc le lycée, c'est vraiment vu comme, en tout cas dessiné comme un refuge pour ces ados qui sont hors normes, que ça soit Eugene, même s'il n'a pas de pouvoir paranormal, il est quand même à part, et que ça soit Mogari ou les autres qui, eux, peuvent voir les fantômes, etc. Et je trouve que c'est ça qui est réconfortant, en fait, dans ce manga. Ouais, je pense même qu'on va aborder des problèmes sociétaux de l'adolescence. Vu la tournure que prennent certaines des enquêtes, je serais vraiment pas étonné qu'on se retrouve face à des choses très graves de la société actuelle qu'on rencontre à l'adolescence ou plus tard. Ouais, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce titre, c'est que l'école est pas du tout l'école d'exorcisme, comme on peut avoir dans Blue Exorcist, dans Jujutsu Kaisen, ou même dans Make the Exorcist Fall in Love. C'est vraiment genre... l'école normale, l'école lambda que tout le monde connaît, le lycée, le quotidien. Et donc, voilà, on comprend un peu plus comment s'identifier à ces personnages-là. Cagnard, les exorcistes, l'école d'exorcisme, le lycée normal. Bah, c'est ça, je pense au final, pour moi je sens vraiment différent des derniers titres, on va dire un peu exorcistes, type Soul Eater, Blue Exorcist, Jujutsu, mais on n'est pas à l'école des exorcistes. Alors attention, je parle de l'école des exorcistes, mais en fait cette école dans le manga elle existe en école de super-héros, école de ninja et école d'exorcistes, ça va avec. Moi je vous avoue que ça commence à me gaver un peu, le truc des écoles de formation où en fait ils ne sont jamais à l'école parce qu'en fait minute 2 ils doivent être en mission déjà pour aller confronter d'autres démons. T'arrêtes de critiquer Naruto. Mais alors tu sais quoi, c'est justement à ça que ça m'a fait penser, c'est que en fait j'ai pas retrouvé un titre aussi fort au niveau de l'école que Naruto, sur ce truc où il y avait vraiment cette partie apprentissage où tu vas prendre du temps et tu vas apprendre dans Jujutsu et dans les autres. Je trouve qu'il y a une espèce même Dead Account, tu vois, où j'ai lu un petit peu plus loin, il y a ce truc là que dès le tome 2 ils doivent être en mission en fait, et ils doivent être en mission avec des adultes qui sont censés être plus forts qu'eux, du coup ça te fait du déséquilibre sur les forces en puissance des personnages et tout. En fait, moi, l'école 2, je commence à en avoir un peu marre parce qu'on ne voit jamais ce qui se passe dans l'école. Alors que là, tu vois très clairement que chaque exorcisme, ça va être l'occasion de rencontrer une nouvelle personne au lycée et donc potentiellement une nouvelle thématique aussi qui n'a pas été abordée. Moi, je pense que c'est ce que je préfère quand on parle de manga d'exorcisme. Et en ça, pour le coup, c'est un titre que je rapprocherais beaucoup plus du début de Bleach. Attention, je dis le début, mais quand on fait, c'est voilà, chaque nouvelle personne est une occasion de raconter une histoire. Et je trouve qu'on construit beaucoup mieux une histoire comme ça plutôt que d'aller les envoyer directement contre des grands méchants que derrière tu vas devoir dédramatiser un petit peu si tu veux conserver l'équilibre des forces, quoi. Vous l'avez vu depuis le début d'émission, on a cité une galaxie de mangas d'exorcisme assez impressionnante. Donc la question elle est simple, est-ce qu'un shonen d'exorcisme ça peut encore nous surprendre? On en a vu donc de plein de manières, le manga d'exorcisme version horreur, l'action stylisée, le drame psychologique. L'exorciste, ça continue de fasciner. On ne sait pas spécialement pourquoi il y en a autant au Japon par rapport à des films, à des séries dans la culture occidentale, mais il y en a beaucoup. Est-ce que ça peut encore nous surprendre ? Quelque part, moi justement, c'est le seul point où je trouve qu'il est vraiment surprenant et que du coup c'est rafraîchissant même pour un lecteur comme moi, c'est son aspect comédie. Moi à la base, la comédie lycéenne c'est pas forcément ma passion non plus, mais là j'y ai vu vraiment une vraie bouffée d'air frais de comédie lycéenne. Et si en plus tu me rajoutes à ça un bon background exorcisme un peu sombre et compagnie, je vais carrément acheter. Tu sais quoi, dans ce manga je vois même un peu de Skate Dance, le manga Skate Dance qui était édité chez Kazé à l'époque. C'est ça, alors on l'a un peu oublié, Skate Dance, qui était un manga qui a eu beaucoup de succès au Japon et en France un succès d'estime. Époque Nisekoi en gros quoi. Avant encore. C'était encore avant bien sûr. Et pour résumer en quelques mots, Skate Dance c'était 3 amis dans un lycée qui créaient un club associatif pour aider les gens tout simplement. Et le scénario était vraiment pas plus compliqué que ça, mais il y avait une très bonne énergie dans ce manga et justement chaque rencontre elle permettait de découvrir un nouveau pan de l'histoire de quelqu'un, un nouveau problème sociétal potentiellement. Et là pour le coup je m'y retrouve beaucoup mieux parce que c'est un manga qui parle d'exorcisme mais qui du coup s'éloigne pas mal des dernières lectures
exorciste, on va dire, que j'ai eu. Et ça, justement, là, je trouve qu'il y a un côté un peu rafraîchissant. Genre, tu m'as pas fait la traditionnelle école, t'as essayé de me mettre ça un petit peu plus sur de l'urbain, sur de l'actuel. Ça me plaît plus. L'auteur de Skate Dance, c'est Kenta Shinohara, qui a fait ensuite Astral Lost in Space, qu'on a conseillé mille et mille fois dans cette émission en termes de manga de science-fiction et d'aventure. Et puis aujourd'hui, il fait Witch Watch, qui est excellent aussi, un peu plus rigolo, qui a moins une vibe qu'on retrouve dans Phantom Busters il y a moins l'énergie de l'aventure. De positive attitude. Non, si, il y a la positive attitude dans Witch Watch, mais il y a moins la vibe aventure. Ouais. On a l'impression de ressentir. Après, c'est une impression, hein, c'est au début. Qu'on a l'impression de ressentir au début de Phantom Busters. Donc, je sais pas, ouais. Après, je te dis surprenant, mais en même temps, je trouve que le manga d'Exorciste à l'heure actuelle, c'est pas forcément hyper surprenant non plus. On est tellement habitué au récit d'exorcisme. À la limite, avant, quand j'ai commencé à lire du manga, ça avait un côté un peu exotique quand j'étais jeune lecteur. Mais limite, maintenant, pour moi, c'est un peu quelque chose qui me rebute quand on me dit que c'est un manga à propos d'exorcisme, parce que je sais que tout de suite, ça veut dire que on va avoir un gros lore ésotérique, ça va parler de yokai, ça va parler de tradition, ça va parler de religion. Et tu vois, limite, je fais un parallèle qui est un peu malvenu, mais je les vois un peu comme des mangas qui vont parler du Shinsengumi, tu vois. On les connaît, ces titres. Tu sais que tu peux kiffer, c'est absolument pas un problème ou autre, mais tu sais que tu vas t'attaquer à un gros morceau et que ça va être nourri en data, on va dire. Et du coup, de base, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire vraiment, parce qu'à chaque fois, ils doivent créer une espèce de nouvelle religion. Soit ils utilisent une religion déjà connue, soit ils en créent une. Et c'est un engagement pour moi qui ne m'attire pas plus que ça, ne m'attire plus en tout cas. Sauf que je vais créer une boucle dans cette émission pour revenir à l'intro. Rappelons-nous que l'autrice a déclaré s'inspirer d'SOS Fantôme pour faire son manga, et par conséquent Exorcisme plus SOS Fantôme. On sort, enfin si on, voilà, les deux j'arrive pas à les mélanger, parce que si tu me disais mélange Jujutsu Kaisen et SOS Fantôme, non. Vite, fais-le. Je peux pas mettre un triangle dans un carré. Est-ce que tu veux dire que les SOS Fantômes sont des exorcistes? Moi je pense que oui. Scientifiques, mais des exorcistes scientifiques. Après c'est une question formelle, parce que je pense que il y a beaucoup d'utilisation des références chrétiennes, les croix, les anges, les démons bibliques, parce qu'ils ont tous des noms, de la Géhenne et les, Méphisto et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, même la notion de pureté, de souillure, de péché finalement plus, qui est très ancrée en fait dans les sociétés occidentales du fait du christianisme, quoi. Au Japon, c'était exotique, je pense. Et il y a une espèce de mystique qui reprend du poil de la bête en ce moment, 666. Et en fait, je pense que le fait de piocher dans l'ésotérisme, le paranormal, c'est vraiment la voie détournée pour parler de sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus universels. Et on a vraiment la question de cette raison qui va être mise en opposition avec la foi et la foi aveugle, chose que le Japon peut-être, n'a pas expérimenté de la même façon que nous en Occident, parce que il faut le dire ce qui est, je pense que la religion catholique a vraiment eu un monopole en Europe, même s'il y a différentes sectes religieuses dans tout ça, les franciscains, les dominicains et ainsi de suite, mais je pense que peut-être qu'en ce moment on a aussi un Japon qui se réapproprie, et qui se recentre sur des images traditionnelles, des religions, des rituels spirituels plus asiatiques. Tout à l'heure, on n'a pas cité par exemple Gokurakugai, qui parle d'exorcisme avec un décorum chinois, avec des fantômes beaucoup plus liés à la tradition, on va dire, asiatique. On n'a pas parlé de Rinne non plus. Et de Rinne, par exemple. Mais Rinne, le vrai souci, c'est le pognon. C'est pas tant le démon, c'est vraiment l'argent. Mais je trouve que là... tout ça fait que, effectivement, comme dit Cagnard, le manga d'ésotérisme, tu sais qu'il vient avec un package qui est assez
conséquent. Enfin, il faut avoir du temps pour assimiler des hiérarchies d'anges, des hiérarchies d'exorcistes. Parce que tu t'es déjà tapé Blue Exorcist avant et que tu sais ce que ça implique aussi un manga d'exorcisme. Ouais, mais là tu le vois pas vraiment dans Fantôme. Justement, on est d'accord. Voilà, et je pense que là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette question de tant qu'on n'a pas de solution pour répondre à des problèmes d'identité, de pression sociale, de demandes extérieures aux personnages qui sont encore des ados et qui vont influencer leur vie, on va encore avoir des mangas d'exorcisme où des gamins seront envoyés au front pour affronter leurs démons, quoi. Donc, ou des démons que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas réussi à vaincre et on va encore leur demander de faire le boulot à notre place. Puis au final, on parle du genre de l'exorcisme, mais c'est marrant parce que c'est quand même un genre qui à la base vient beaucoup puiser dans l'horreur. L'exorciste, qui est un roman à la base, même pas un film. Et j'avoue que c'est toujours autant amusant de voir comment le Japon y réussit à s'emparer de quelque chose comme ça, de l'horreur, pour le traduire en neketsu comédie lycéenne. Je trouve que c'est toujours un exercice où tu te dis, mais tu sais, on s'est déjà posé la question de genre, mais comment vous le faites avec des assassins ? Comme ça, assassiner le Tengasru. Comment vous le faites avec des exorcistes ? Comme ça. C'est vraiment, il y a une recette magique avec les ingrédients qui sont bien dosés. Et ça me fait toujours marrer de penser à ça parce que quand tu lis ce manga, à aucun moment tu peux te dire, ah oui, c'est un petit peu horreur quand même là, tu vois. Ouais, mais quand tu regardes, si tu fais juste un focus, un close-up sur certains fantômes, le fantôme qui est dans l'eau là, qui t'attrape le pied, qui te tire vers le bas et tout, ça c'est de l'horreur pure et dure. Mais même là-dedans ils mettent de la comédie. Alors eux ils mettent de la comédie, mais le postulat, l'image, oui. Et puis surtout c'est inspiré des légendes urbaines, des trucs qui existent, les yokai. Mais finalement ça devient limite un gag. Là c'est un gag. Mais c'est peut-être pour ça que c'est intéressant de l'avoir mis à Kamakura. Kamakura c'est l'ancienne, c'est pas l'ancienne capitale, mais c'est une des anciennes capitales du Japon, donc c'est chargé d'histoire, quoi. Ouais. Kamakura, magnifique en plus pour y être allé, c'est un endroit très 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 beau, très agréable. Et tu sens le poids le poids de l'histoire, le poids de la vie qui est dans cette ville-là, quoi. Oui, et moi je trouve qu'effectivement, il faut qu'il y ait un petit peu d'horreur, effectivement, pour donner corps finalement à toutes ces des craintes, des angoisses que nous on a aussi finalement. Tout à l'heure on se disait ah oui, l'histoire de la Dame Blanche, mais peut-être que, même si on n'y croit pas complètement. Et je pense que là où ça marche bien dans le manga, c'est parce que finalement l'ésotérisme, il reste tout de même très 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 présent dans la pop culture au Japon, mais aussi dans le quotidien, tout bêtement. C'est-à-dire, c'est culturellement, il y a des yokai, il y a encore, c'est une population animiste, même s'il y a d'autres religions qui sont aussi présentes désormais. Ça fait partie de leur quotidien. La mort est aussi quelque chose auquel, finalement, à laquelle, je ne sais pas comment dire, mais c'est beaucoup plus dans les mœurs, en fait. Oui, il y a des enterrements, oui, il y a des monuments de pompes funèbres beaucoup plus fréquemment, et oui, il y a des cimetières dans certaines parties de la ville qui sont visibles, je sais pas. Et je trouve que là où nous, peut-être en Europe, ou en tout cas en France, on a complètement évincer le fantastique de notre vie quotidienne, là-bas, ça reste une possibilité. Ça reste la légende urbaine, ça a pris le relais des yokai de la campagne. Donc oui, peut-être que si tu passes dans cette ruelle, à une certaine heure, il y a une main qui va sortir du distributeur et t'attraper. Mais attention, tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas fait. Mais ça te faisait penser à un autre manga ou une autre lecture excellente qu'on ne fait que conseiller. Oui, c'est The Summer Hikaru Died. Mais là, parce que franchement, oui, c'est seinen, oui, ça bascule dans l'horreur, mais c'est le moment où effectivement le quotidien et le surnaturel sont complètement mélangés, mixés l'un dans l'autre, et on peut pas séparer. Et on est sur de la possession. Et en plus, c'est ce que tu aimes. Et tu fais un jet, c'est comme si tu resserres les choses. Et je revois l'image dans The Summer Hikaru Died au moment où il ouvre son thorax. Ah oui. Mais lisez ce Summer Hikaru Died, comme très lisez bien. Tous les mangas dont on parle dans cette émission. Cagnard, tu voulais aussi rajouter quelque chose?
Ouais, parce que en prenant un petit pas de recul, au final, tu te rends très rapidement compte que chaque pays, il a un peu sa propre approche de l'ésotérisme, voire de l'exorcisme. Si tu prends le ciné, la littérature, bah, effectivement, on va tomber sur une manière plus horreur d'aborder le sujet. Mais par exemple, dans le comics, bah, on est plutôt dans le thriller polar, par exemple. Je pense à John Constantine et le Blazer ou Outcast de Robert Kirkman. Et alors en France, je me suis posé la question. En France, j'ai l'impression que c'est pas trop notre culture, ou alors en fait, est-ce que c'est pas plus pour des récits de type guerre avec un peu d'ésotérisme dedans, comme je pense à l'Histoire secrète par exemple, qui est une série chez Delcourt, une BD franco-belge classique. Et qu'est-ce que tu penses de Silence de Johan Vornier en manga ? Là, on est en manga, on est dans quelque chose de très récent. Pour le coup, c'est vrai, c'est très très récent. Je cherchais plus, c'est dans nos bibliographies. Ah ouais, carrément. Ouais. Où est-ce que nous, Français, on allait puiser ce type de récit. Et effectivement, en fait, on a une grande tradition de bande dessinée franco-belge au niveau de la guerre, des conflits armés. On est peut-être d'ailleurs les seuls, si tu, non, pas les seuls avec le Japon du coup, mais par exemple aux États-Unis, c'est pas un truc, c'est un milieu qui existe, la BD de guerre, mais c'est pas ce qui marche le mieux, quoi. Et en France, je pense que c'est notre truc. On va rentrer dans des histoires où c'est les nazis qui font joujou avec des démons, tu vois, ça se passe pendant l'occupation, il y a des pendant masques la en libération. pierre et attention. Ouais, voilà, et après on peut de l'eau autant qu'on veut. Mais du coup, ça m'y a fait penser de me dire, ah mais si nous aussi on l'a un peu, on l'a peut-être pas de la manière la plus flashy, on l'a de la manière plus récit un peu plan-plan traditionnel, mais j'ai bon espoir qu'avec les jeunes lecteurs, justement, ça va être quelque chose dont les futurs auteurs vont de plus en plus s'emparer. Attends, j'ai envie de reprendre mon jeu de tout à l'heure, Exorciste, pas Exorciste, parce que tu as cité Jojo. Ah. Jojo's Bizarre Adventure. Ça dépend possession, de l'arc. Blood, Ah oui, je parle que du début. Je parle vraiment que du début. Exorcisme ou pas exorcisme? Alors, il y a possession, mais est-ce qu'il y a exorcisme? Non, c'est Phantom Blood, pardon. Oui, au début. Moi je dis qu'il y a cas de possession. Mais l'autre, j'ai pas l'impression que il veut expurger le démon. Non, qu'il veut juste lui niquer sa mère. On n'est pas dans le même objectif. La partie exorcisme, je sais pas si elle existe vraiment, on va dire. Effectivement, en fait, gros sujet. Jojo's, gros sujet. De toute façon, je... pour mettre Jojo's dans une case déjà. Mais je compte sur les auditeurs pour nous donner leurs avis justement sur ces mangas d'exorcisme et ces mangas d'exorcistes. Oui, et ces mangas de pas d'exorcisme, mais ces qui mangas peuvent qui aller n'ont dans rien la à voir. case. Typiquement GTO, ça parle d'exorcisme dans GTO. Voilà. Tu sais que j'ai pensé à GTO en lisant Phantom Busters. Mais oui, parce qu'ils racontent des histoires qui font peur aux élèves et tout. Et on est pile dans ce folklore-là, de la légende urbaine. Oui, et puis je pense qu'il est pareil. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est plutôt, même si effectivement l'autrice dit qu'elle a des références, surtout filmiques, il y a quand même plein de petits clins d'œil à des mangas qu'elle a dû lire ou qui dans font les années 90, histoire, 2000, voilà, qui sont devenus des cultes, enfin des mangas cultes et dont on ne peut pas trop, enfin comment dire, ça fait toujours plaisir de faire un petit hommage, de Bien faire sûr. un petit clin d'œil. Ouais. Mais même dans leur manière d'aider leurs camarades, il y a un moment donné, j'ai pensé à GTO. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que Onizuka aurait pas pu être le héros jeune? Parce que il a ce côté un peu sans gêne, direct, j'y vais, je discute avec les gens, je m'en fous qu'il soit hyper intelligent ou hyper connu. Il y a ce côté un peu sans gêne de Onizuka. Onizuka était plus années 90, on est dans les années 2020. C'est pour ça que j'ai dit la jeunesse, et pas la jeunesse Young GTO, la jeunesse encore avant, tu vois, le collège. Celle qu'on n'a pas vue. Ouais, voilà. Celle où il avait un peu de naïveté. Mais effectivement, si, ça aurait pu. Bref, Phantom Busters. Est-ce que Phantom Busters, pour conclure cette émission, parce qu'il faut bien qu'on termine un jour, est-ce que Phantom Busters représente une sorte de renouveau du manga d'exorciste? Je sais pas trop, parce que le Japon et exorcisme et manga, ça a encore de beaux jours devant eux. Hein, parce que, en tout cas, dans la pop culture, on sait que c'est un mélange qui va continuer à être exploré. Et je pense que ça marche aussi très bien chez nous parce qu'on a, en tant que bon français cartésien, rejeté une grande partie de notre folklore, de nos croyances, qui sont en fait finalement des angoisses juste matérialisées d'une autre façon. Enfin, alors que là, oui, on a vraiment une croyance dans la science qui aurait réponse à tout. Maintenant, en plus, on vit dans des sociétés hyper technologiques. Donc, on a besoin en fait de ces soupapes de fantasy, en tout cas qui font appel à des choses qui ouvrent en fait, qui nous permettent de respirer, en tout cas notre psychisme,
respirer un peu et de se dire ouais, il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut pas expliquer et qu'il faut continuer à faire vivre finalement, en dépit de tout ce que messieurs les curés ont essayé de nous inculquer. Cagnard, le mot de la fin est pour toi. Au final, j'ai l'impression que l'exorcisme, ça a toujours été très présent dans les œuvres manga, et c'est normal parce que c'est hyper ancré dans la tradition japonaise, et ça depuis vraiment très longtemps. D'ailleurs, quand tu y repenses, même nous, lecteurs français, on a été entourés de mangas d'exorcisme, mais depuis nos premières années de lecture. Et je me dis que finalement, chaque génération a eu ses mangas d'exorcisme. Et si je fais une ligne temporelle très rapide, tu vois, je pars de Yu Yu Hakusho, j'arrive à Bleach, je fais un détour par Blue Exorcist, mais j'oublie pas de Jujutsu Kaisen quand même. Mais je pense qu'on peut même remonter à Kitaro le Repoussant, Oui, évidemment, qui est aussi de l'exorcisme. Et je trouve que c'est encore vraiment une très belle manière que le Japon a de trouver un moyen de continuer à faire parler leur folklore et leur culture. Et je suis honnêtement très jaloux de ce qu'ils font grâce à ce folklore, parce que c'est une chose avec laquelle j'ai l'impression, en France, on a toujours eu beaucoup de mal à traiter nos propres légendes urbaines. Tu sais, à part la bête du Gévaudan, il n'y a pas 15 000 trucs. Et c'est toujours quelque chose qui m'a désolé. Donc foncez, continuez à parler d'exorcisme, parce que nous, on ne sait pas le faire pour le moment. Et le tome 1 de Phantom Busters est disponible en librairie. Merci d'avoir écouté cette émission. Bonne lecture à tous. On retrouve la liste des mangas dont on a parlé dans cette émission sur le blog et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut. Merci.